Dans le Carrefour 2 de CNews, un nouvel invité avec nous, William Tay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de think tank Le Millénaire. Votre réaction tout de suite, une fois que vous avez pris connaissance de ça? C'est un véritable drame. Après un an, ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, ça démontre plusieurs choses. D'une part, qu'il y a un véritable risque pour le patrimoine national. Il y a un deuxième élément, c'est le lien des Français avec la chrétienté, notamment nos monuments historiques et notre histoire. Et ça démontre aussi que la religion chrétienne est au-delà d'une religion pour la France. C'est la religion qui a structuré nos rapports sociaux, qui a structuré la construction de l'État-nation et même qui a structuré la création de la République, parce que la création de la République démarre d'une opposition entre, globalement, les républicains et les pratiquants, et non l'Église catholique. Donc ça démontre notamment ces effets-là. Et puis il y a une troisième question, et on va voir les résultats de l'enquête, c'est qu'apparemment c'est une enquête, c'est le départ de feu est plutôt criminel, avec 3 départs de feu, et il y a des chiffres qui sont plutôt clairs. On a une augmentation des actes antichrétiens. L'année dernière, en 2019, on a eu 1070 actes antichrétiens, notamment 20 actes contre des églises sont plutôt criminels. Donc, je crois de souvenir 14 actes malveillants et 3 actes criminels marqués. Ça démontre une chose, c'est que d'une part, et parce qu'il y a un événement aussi qui est en parallèle, c'est les manifestations de Traoré. D'une part, on a un mouvement qui est plutôt américain, occidental, contre la culture française, et de l'autre... Peut-être pas non plus faire trop d'amalgame d'un seul coup, alors que nous n'avons encore résultat de... C'est pas une question d'amalgame, c'est cette enquête-là. Je ne mets pas les éléments ensemble, je dis juste qu'il y a 2 mouvements. Ouais. Il y a un mouvement d'attachement profond, une sorte de retour aux sources, alors qu'on avait perdu une forme il y avait une partie de désacralisation du monde et donc du perte de sens de la religion, et d'un autre côté, une volonté de changer l'histoire de France. D'accord. Alors on va rejoindre Marion Delpech qui est arrivée à Nantes. 7h45, c'était donc le premier appel reçu par les pompiers. Dans quelques minutes, on attend vraisemblablement avant 16h l'arrivée de 3 ministres, Marion, notamment celle de Jean Castex à Nantes. Oui, tout à fait. Le Premier ministre devrait arriver d'ici peu de temps. Il a fait le déplacement depuis son fief Prades pour manifester sa solidarité aux Nantais. Il a indiqué sur son compte Twitter et puis il veut savoir ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il a raconté ce matin à des journalistes. Ce déplacement, il l'effectue aux côtés de 2 de ses ministres, son ministre de l'Intérieur et sa ministre de la Culture. Il devrait se dérouler en plusieurs temps. D'abord, un point de situation avec les équipes de secours et puis un état des lieux de la cathédrale avant une prise de parole. Alors les experts de la police judiciaire devraient eux aussi se rendre sur place pour déterminer le caractère intentionnel ou pas de ces 3 départs de feu. À l'heure où je vous parle, le feu, il est circonscrit. C'est principalement la partie du grand orgue qui a été détruite. Regardez, elle se trouve juste derrière la verrière. C'est là qu'a été constaté l'un des 3 départs de feu. La piste criminelle est envisagée. L'enquête va désormais devoir déterminer le caractère intentionnel ou pas de ces départs de feu. Le procureur se basera sur les constatations des experts de la police scientifique. Marion Delpech à Nantes, effectivement, les pompiers très tôt, encore une fois ce matin sur CNews, nous disaient que non seulement le grand orgue avait été entièrement détruit, mais que sur la plateforme sur laquelle il reposait était en parfait déséquilibre et menaçait à chaque instant de s'effondrer, d'où forcément les mesures de précaution qui ont déjà été prises à l'intérieur de la cathédrale. On imagine, Damien Dalbessard, que les 3 ministres à Nantes, Jean Castex, Roselyne Bachelot et Gérald Darmanin, devront chacun choisir leur propre mot, leur propre phase. Pas forcément se répéter les uns derrière les autres. Ça va peut-être être ça la communication politique de ce samedi après-midi. Non, il y aura forcément des mots en commun. Il y aura tout en pensée pour les Nantais, pour la communauté catholique évidemment. Mais oui, si tous les 3 sont là, c'est que chacun a un rôle différent. Jean Castex, en tant que Premier ministre, en tant qu'omni-Premier ministre, on peut le dire, et l'omni-président, là nous avons l'omni-Premier ministre, qui a promis le fameux law and order, a promis la sécurité et une forme d'autorité sans faille, doit y aller. Ça, c'est une certitude. Et avec lui, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes. C'est aussi pour ça qu'il intervient. Et parce qu'on semble se diriger vers une affaire criminelle. Oui, il y a des rôles séparés. Roselyne Bachelot, par rapport au patrimoine et à ce que représentait cette cathédrale. Donc oui, Premier ministre, c'est normal, en tête, c'est son discours qui sera même le plus attendu. Et Gérald Darmanin a, lui, devoir
sortir en fait des habits de Castaner, si vous voulez, parce qu'il est aussi attendu par les pompiers, par la police, par les gendarmes, et notamment par une sorte de discours un peu plus musclé, un peu plus précis que son prédécesseur. Oui, donc parmi les trois, il y a 2 ministres qui divisent, et aujourd'hui, ils sont très attendus. Élodie Tuchard, Jean Castex à Nantes, est-ce normal la présence d'un hyper-premier ministre, ou est-ce la place logique d'un premier ministre? Autrement dit, Édouard Philippe se serait lui aussi déplacé à Nantes. Sans doute, mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit au début, dans les premiers pas de Jean Castex, que sa nomination était faite pour que Emmanuel Macron reprenne la main sur Matignon. Parce que Jean Castex, dans ses premières déclarations, il faut le rappeler, il dit « je ne suis pas là pour prendre la lumière ». On se disait donc à ce moment-là qu'on aurait un Premier ministre plutôt effacé, qui laisserait le président en premier plan. Et finalement, pas du tout, il se déplace beaucoup, il est dans son rôle. C'est normal qu'un Premier ministre aille sur le terrain. Présentement, maintenant, c'est normal qu'il soit là, d'autant plus que le président de la République n'est pas là. Mais lors, par exemple, des déplacements, il a déjà effectué un déplacement avec Gérald Darmanin ou avec Éric Dupond-Moretti, son ministre de la Justice. Systématiquement, Jean Castex se met en avant, il prend la parole. Une fois de plus, il est dans son rôle, mais on aurait pu l'imaginer un peu plus en retrait. Et là, de nouveau, d'ailleurs, on le verra sans doute, et comme sur tous les autres déplacements, c'est lui qui mène le tempo et c'est lui qui prendra la parole. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il l'a suffisamment souligné. Jean Castex est un homme de terrain, il l'a dit, redit, c'est un homme de proximité surtout. Et ça va être très important aujourd'hui à Nantes aussi. Justement, ça va être les mots jusqu'à maintenant, il l'a dit, le mot territoire, il le prononce sans arrêt. D'ailleurs, ce matin, il était à Prades pour rendre son écharpe de maire, donc cette casquette d'élu local, il la met en avant. Eh bien, ça va être un très bon exercice, c'est-à-dire que là, il va devoir prouver qu'avec ce fameux dialogue avec les élus, avec les acteurs de terrain, il va devoir prouver qu'il arrive à avoir cette fameuse remontée d'informations, et puis il va devoir montrer comment il arrive à travailler avec les équipes sur place, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, on l'entendait beaucoup dans ses discours politiques généraux, dans ses interviews. Maintenant, c'est sur le terrain et il va falloir des actes après les paroles. Je vous ai vu lever le doigt. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je dirais que cette visite, Général Cavalier, cette venue, elle est primordiale parce que le politique doit se montrer, reprendre la main, avec en toile de fond tout le passé, tous ces deux dernières années qui ont été caractérisées par des grands désordres, par une remise en cause de l'État-nation, par des confusions. Bon, on évoquait l'affaire Traoré. Il y a un certain télescopage des choses, je vous l'accorde. Donc il faut reposer le pacte républicain, il faut remettre de l'ordre, de l'autorité, de la proximité, de l'ordre juste, je l'entends. Mais cette affaire c'est une affaire un peu problématique parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Donc il faut absolument qu'il y ait des résultats maintenant. C'est une obligation. Mais évidemment, le politique doit être présent sur le terrain aujourd'hui, c'est indéniable. Alors les tweets vont surgir parce qu'il y a eu de très nombreuses réactions politiques via Twitter depuis l'incendie de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes. Regardez par exemple ce tweet qui nous est parvenu. Il est de Christophe Castaner, hommage de ceux qui savent que s'il y a une limite à toute chose, dit l'ancien ministre de l'Intérieur, face à l'essentiel, les pompiers savent avec courage la dépasser. Félicitations aux sapeurs-pompiers du 44, effectivement. C'est ce qu'avait dit également très tôt ce matin la maire de Nantes, Johanna Rolin, qui, dès qu'elle a pris la parole ce matin sur CNews, rendait hommage aux pompiers. Et c'était très important aussi, là, Bertrand, Général Cavalier. Je crois que de toute façon, les hommes qui sont engagés dans l'action ont besoin de reconnaissance. Bon, là, il faut saluer la réaction extrêmement rapide. C'est une intervention extrêmement complexe. Mais je disais tout à l'heure que je pense que tout le monde a dû tenir compte des rétextes du traitement de l'incendie de Notre-Dame. Là, vous avez vous avez des édifices qui sont très complexes, très élevés, etc., et qui méritent des grands moyens. Bon, c'est quand même un engagement à plus de 100 personnels, c'est un engagement quand même d'envergure. On peut vraiment se réjouir de cette intervention qui a été très, très, très efficace. Alors, on va revenir sur les faits avec Laura Cambeau. Rappelez que c'est à 7h45 que les pompiers, Laura, ont été avertis par les habitants de Nantes. Oui, puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont vu une épaisse fumée et des flammes derrière la rosace de la cathédrale. Et effectivement, en rentrant dans la cathédrale, les soldats du feu ont découvert un violent incendie au niveau de l'orgue, juste derrière la rosace. Un important dispositif a été déployé sur place. 104 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, 45 engins de secours. Ils viennent de 20 casernes de la région Loire-Atlantique. À 10h, lors d'une conférence de presse, les pompiers ont annoncé que l'incendie a été circonscrit. Alors, que peut-on dire des dégâts et sont-ils très importants ?
D'après les premiers éléments, les dégâts sont concentrés sur le grand orgue qui semble être entièrement détruit. Le voici avant l'incendie. Vous le voyez sur cette image. Cet orgue baroque date du XVIIe siècle et il repose sur une structure qui, elle, date de 1620. Elle est très instable et menace de s'effondrer. Selon le directeur départemental des pompiers, l'administrateur du diocèse a pu pénétrer dans la cathédrale avec les pompiers. Il parle d'une perte inestimable. Alors, autre information importante, et nous ouvrions tout à l'heure cette session d'information là-dessus. Laura, le procureur de la République de Nantes a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Exactement. Et si cette piste est privilégiée, c'est parce que les experts ont repéré 3 départs de feu différents. 1 au niveau du grand orgue et 2 de chaque côté de la nef. Ce n'est pas le fruit du hasard, a déclaré le procureur de la République de Nantes. La police judiciaire a été saisie. La police scientifique et technique de Paris a été dépêchée sur les lieux pour examiner les départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale. Ces experts devraient arriver en fin d'après-midi. Aucune personne n'a encore été mise en cause à ce stade de l'enquête. Laura Cambo. Alors je vous le disais tout à l'heure, cette cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes, située place Saint-Pierre d'ailleurs à Nantes, a déjà été victime d'un incendie. C'était en janvier, le 28 janvier 1972. Mais d'ailleurs sur l'histoire de cette cathédrale, eh bien Laura Mousset y revient. Construite sur plus de 450 ans, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes a connu un destin mouvementé. Rescapée de la Révolution française, elle subit les bombardements de 1944 qui détruisent l'abside et 3 chapelles avant d'être ravagée en 1972. Il est 4 heures de l'après-midi ce 28 janvier. Le toit de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes est en proie à d'impressionnantes flammes. La charpente en bois finit par s'effondrer. Le sinistre, provoqué accidentellement par le chalumeau d'un ouvrier travaillant sur le chantier de réparation de la toiture, entraînera la fermeture du site pendant 3 ans. La cathédrale sera entièrement restaurée. Une structure en béton remplacera l'ancienne charpente. À l'intérieur de l'édifice classé monument historique, le grand orgue, instrument baroque qui dominait la nef depuis 4 siècles, avait jusqu'ici été épargné. L'incendie de ce samedi semble l'avoir entièrement ravagé, détruisant ainsi un fleuron du patrimoine organistique français. Encore un invité dans le Carrefour de l'Info ce samedi après-midi, Madame Christelle Morancet. Merci, bonjour, d'être avec nous depuis Nantes. Vous êtes la présidente de la région des Pays de la Loire. Tout simplement, votre première réaction dès que vous avez appris ce drame à Nantes ce matin? Écoutez, c'est une triste journée pour les Nantais, une triste journée pour la région des Pays de la Loire et puis l'ensemble de notre pays. On a l'impression, à écouter votre reportage à l'instant, que l'histoire se répète. Moi, j'ai une pensée, je viens d'aller saluer l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont œuvré depuis le début de cette matinée dans un temps très très court. Et je tiens vraiment à saluer le travail qu'ils ont pu faire. J'ai une pensée toute particulière, bien évidemment, pour les Nantaises et les Nantais et puis l'ensemble des catholiques. C'est vraiment une triste journée. C'est un drame pour le territoire, bien évidemment. Alors, dans ces cas-là, que faites-vous? En quoi consiste le rôle, la fonction, les obligations de la présidente de la région des Pays de la Loire ce samedi? Écoutez, ça a été dès le début de cette matinée, j'ai souhaité être présente aux côtés de Johanna Rolland, maire de Nantes, aux côtés du Premier ministre qui arrivera dans quelques instants, ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Culture. Je pense que c'était important d'être aujourd'hui présente pour découvrir malheureusement l'ampleur des dégâts et surtout apporter mon soutien à l'ensemble des Nantais. Je pense que c'est un moment important et puis la région sera aussi aux côtés de l'État pour pouvoir intervenir dans les travaux qui seront nécessaires dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors évidemment, vous allez être sur place, Madame Morancet, pour recevoir les 3 ministres qui arrivent aujourd'hui à Nantes. Mais je ne voulais pas vous laisser sans une dernière question. Vous êtes la présidente de la région des Pays de la Loire, notamment le département de la Mayenne et d'une façon générale cette région du Nord-Ouest où on a déjà observé plusieurs cas de contamination de la Covid-19.
Oui, c'est en effet le cas depuis quelques semaines déjà. Après, ce qui prouve qu'il faut être extrêmement vigilant dans cette période. Et j'appelle l'ensemble des Français, parce que ce n'est pas uniquement les Mayennais, ce n'est pas uniquement les habitants de la région des Pays de la Loire, à rester extrêmement vigilants, puisque le virus, en effet, circule toujours. Et il faut préserver les gestes barrières et surtout porter le masque dans cette période, même si il fait beau. Il ne faut pas oublier les gestes barrières pour éviter que ce virus continue à se propager. Si, Madame Morancet, d'avoir été en direct dans le carrefour de l'info en ce samedi après-midi. Je crois qu'il n'est pas inutile, Élodie Touchard, pour ceux qui viennent de nous rejoindre évidemment, quel va être le protocole des 3 ministres qui vont arriver à Nantes. Il faut les redonner. Jean Castex, Premier ministre, il sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Avant toute chose, ces 3 ministres-là vont recueillir énormément d'informations auprès des secours et des élus. Oui, on imagine d'ailleurs qu'un certain nombre d'informations sont déjà remontées évidemment au service des différents ministères parce que chacun est dans son rôle. Le Premier ministre, évidemment, le chef du gouvernement qui par ailleurs représente aussi évidemment Emmanuel Macron coincé à Bruxelles. Gérald Darmanin, à la fois la double casquette de ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Et puis Roselyne Bachelot pour la culture. Jean Castex qui a réagi très vite ce matin alors qu'il était dans une séquence. Son successeur, il a d'abord tweeté et a dit immédiatement qu'il se rendait à Nantes. On l'attend d'ici les prochaines minutes. Première étape, donc effectivement une remontée d'informations avec les pompiers qui vont faire un point de situation, ce qui permettra de savoir à la fois ce qui s'est passé quand ils sont arrivés dans la cathédrale, ce qu'ils ont pu potentiellement voir, comment aussi ils ont sauvé le bâtiment. Ensuite, les ministres vont rentrer dans la cathédrale et puis il y aura une prise de parole. En tout cas, Jean Castex a donné le ton ce matin depuis Prades. Je veux à tout prix en savoir plus, je veux savoir ce qu'il s'est passé. Il parle déjà de reconstruction, donc gentiment, Jean Castex a mis une petite pression. C'était une façon de dire, j'arrive à 15h45, il faudra que j'ai des informations. Général Bertrand Cavalier, à n'en pas douter, assez tôt ce matin, le procureur de la République de Nantes a dit qu'une enquête allait être ouverte pour incendie involontaire. C'est pas étonnant quand on sait qu'il y a eu 3 départs de feu et suffisamment distants les uns des autres. Oui, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Très rapidement, les autorités compétentes ont privilégié la piste criminelle. Et donc maintenant, dès lors on peut dire que le bâtiment sera sécurisé, place donc aux experts qui vont essayer de prélever le maximum d'indices pour que l'enquête puisse être orientée rapidement, sachant que, je le rappelle, mais on ne peut pas l'exclure, il y a quand même depuis 2-3 ans une augmentation considérable d'attaques contre les symboles chrétiens dans ce pays. Mais qui n'était pas médiatisé. Là, de toute façon, les autorités ne peuvent pas aujourd'hui occulter ce phénomène qui est devenu permanent, structurel, de profanation, de dégradation, d'attaque, notamment des symboles chrétiens. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, William Tay, et notamment cette année 2019, après le 15 avril 2019, lorsque l'incendie gigantesque s'était déclaré à Notre-Dame de Paris. Il y a eu, je crois, cette année-là, une vingtaine de feux dans des édifices religieux en France. 20 incendies et donc 14 malveillants ou criminels. Et si on prend l'ensemble des actes antichrétiens, on arrive à un chiffre de 1052 selon le ministère de l'Intérieur. Et on arrive très rapidement, pour le gouvernement, à l'enjeu en fait, d'Emmanuel Macron dans son tentative de récupérer la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022. Il avait 2 failles précises. Le volet régalien, donc éventuellement la piste criminelle. Et le deuxième volet pour récupérer l'électorat de droite, c'est l'aspect sociétal. Et notamment, c'est là où il avait un point faible, parce qu'il a été souvent critiqué par les électeurs de droite et par les dirigeants de droite, notamment avec sa première déclaration. Il n'y a pas de culture française, mais il y a plutôt une culture européenne. Je pense que le Premier ministre et les 2 ministres doivent essayer d'apporter une réponse sur ces 2 enjeux. Et en gros, Roselyne Bachelot va plutôt faire le côté sociétal et Darmanin le côté régalien. Et Castex doit essayer d'apporter une réponse englobante, regroupant ces 2 volets-là, pour essayer de dresser la perspective du gouvernement en vue de l'élection présidentielle 2022, qui est clairement l'objectif d'Emmanuel Macron. Le côté sociétal pour Roselyne Bachelot, mais le côté culturel, n'oublions pas. Aussi également. J'inclus sociétal dans le sens très, très large et global. Et c'est sa première réponse attendue. Et elle a été mise là pour essayer de justement parler à l'électorat de droite aussi. Je vous ai vu hocher la tête, Damien Dalbessard. Oui, parce que Jean Castex ferait une énorme erreur de communication si jamais il parlait que les racines de la France sont chrétiennes. Il ne peut pas le dire.
il ne pourra pas le dire. Il ferait une énorme faute de le faire. Ça raviverait plein de rancœurs, ça raviverait tous les débats. Et d'ailleurs, ces tweets, ils sont plutôt laïques. Les tweets d'Emmanuel Macron, le tweet de Jean Castex sont laïques. Donc je pense que le Jean Castex ne rentrera pas. Il va expliquer bien sûr sa douleur auprès des Nantais, auprès de la communauté chrétienne, que c'est un patrimoine important pour notre pays, mais encore une fois, je pense qu'il ne parlera pas, enfin j'espère pour lui, sinon ça serait une énorme erreur de communication, que la France s'est construite dans le christianisme et que nous avons nos valeurs chrétiennes et que ce sont ces valeurs-là qui sont attaquées aujourd'hui. Ce serait une énorme bourde. Alors on va se rendre place Saint-Pierre à Nantes, là où est érigée la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous attend Alain Delaval. Bonjour, merci monsieur Delaval d'être en direct dans le carrefour de l'info en ce samedi après-midi sur CNews. Vous êtes un spécialiste du patrimoine. Ma première question est la même pour vous comme pour tous les autres. Votre première réaction quand vous avez appris cet incendie très tôt ce matin à Nantes? Ça a été une réaction de stupeur et surtout de colère parce que j'étais déjà présent ici à cet endroit en 1972 lors du grand incendie de la Charpente. Et donc vous imaginez bien qu'apprendre à nouveau une catastrophe comme celle-ci sur le même édifice, c'est extrêmement, c'est extrêmement émouvant et ça m'a mis en rage. Je dois dire, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai poussé un cri de rage et tout de suite, bien entendu, je me suis rendu sur place. Alors, votre émotion est visible et compréhensible, monsieur Delaval. Vous n'êtes pas le premier Nantais à nous dire ce matin que ceux qui se souviennent encore de l'incendie de 1972 en cette même cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul sont particulièrement émus, touchés, voire bouleversés en ce samedi. Que s'était-il passé en 1972, il y a 48 ans? Je crois que la cathédrale avait été fermée 13 ans pour travaux. Hein. Oui, tout à fait. L'incendie de 1972 était beaucoup plus considérable et beaucoup plus spectaculaire, si je puis dire, puisqu'il s'agissait de la charpente. La toiture de la cathédrale avait pris feu et avait été totalement détruite. Donc, il suffit de nous remémorer les images de l'incendie de Notre-Dame de Paris pour avoir une idée de ce qu'était celui de la cathédrale de Nantes en 1972. Donc, voilà, c'était exactement le même type de spectacle et la cause de cet incendie avait été déterminée très rapidement puisque c'était l'entreprise qui travaillait dans les combles de la cathédrale qui avait signalé immédiatement le départ de feu et l'enquête avait établi très très rapidement qu'il s'agissait d'une manipulation hasardeuse sur le chantier de la part de l'entreprise. Certains pompiers nous ont dit ce matin, monsieur Delaval, très tôt d'ailleurs, sur CNews, que le grand orgue de la cathédrale avait été entièrement détruit, que la plateforme sur laquelle il reposait était en parfait déséquilibre, très instable. Vous imaginez combien de temps de travaux au sein de cette cathédrale à Nantes? Pour résorber par rapport à ce sinistre. Alors d'abord, en ce qui concerne le grand orgue, qui est, d'après ce que j'ai entendu dire, puisque je n'ai pas pu accéder au site du sinistre, est probablement complètement détruit. La plateforme sur laquelle il se trouve, qui est une plateforme maçonnée, qui est une terrasse voûtée, relativement solide tout de même, construite au XVIIe siècle, a peut-être été fragilisée par l'incendie et par l'effondrement de l'orgue, mais n'ayant pas davantage de détails, je ne pourrais pas vous dire comment les choses vont pouvoir évoluer de ce côté-là, dans l'immédiat. Merci de votre présence. Il sera peut-être nécessaire de mettre sous état Merci beaucoup de votre présence, monsieur Delaval. Ce duplex a été rendu possible grâce à la présence sur place de Marion Delpech et Charles Guillard. Merci infiniment. On va écouter ou réécouter les émotions de Nantais ce matin à Nantes. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un petit bout de la France à chaque fois qu'il s'en va. Donc je comprends pas pourquoi on les détruit. C'est très triste. Moi, ça me rappelle des souvenirs de 1972. Et quand j'ai entendu ça ce matin, ma mère m'a appelé. J'ai dit j'espère que c'est pas comme
la première fois. Ce qui va être un vrai choc, c'est de découvrir qu'il n'y a plus de tribunes et il n'y a plus d'orgue à un endroit où c'était quand même un orgue colossal. C'est sacré pour les croyants, donc déjà un soutien et une pensée pour eux. Et puis au-delà de ça, c'est un patrimoine important pour Nantes. Aujourd'hui, voilà, cette cathédrale est debout, donc je pense qu'à cette image-là, les Nantais, il faut qu'on soit debout. Alors, une émotion compréhensible, parce qu'effectivement, on tient beaucoup à nos édifices religieux, surtout comme cette splendide cathédrale gothique à Nantes, Daniel Dalbessard. Et oui, c'est un symbole, en fait, une cathédrale. Une cathédrale est un... Déjà, les cathédrales sont nées... c'est l'art gothique, c'est né en France. C'est né en Picardie, au nord de la France, bien avant la Renaissance. C'est en France qu'on trouve peut-être le plus grand nombre de cathédrales. Et il suffit d'aller dans chaque ville, quand on prend soit l'autoroute, quand on passe par exemple à quelques kilomètres d'Orléans, on voit la cathédrale d'Orléans. Lorsqu'on passe à côté de Reims, on voit la cathédrale de Reims au loin. C'est la première chose qu'on voit d'une ville, c'est sa cathédrale. La cathédrale... Celle de Chartres aussi qui est... Celle de Chartres également. Splendide. Oui, exactement. Écrite Peggy. Exactement. Toutes nos grandes villes ont des cathédrales. Cathédrale de Strasbourg, bien évidemment. Parce que... c'est plus qu'un lieu religieux. C'est un lieu où il y a une association psychologique et affective qui s'est faite au fur et à mesure. Ce sont déjà des édifices prestigieux, immenses, où sans être croyant, il y a une atmosphère à l'intérieur, il y a une lumière à l'intérieur, il y a un mysticisme à l'intérieur. Et puis aussi un symbole. On a mis 450 années pour construire la cathédrale. Enfin, c'est un phare, c'est un représentant du poids de la culture. Et c'est aussi quelque chose qui... au Moyen-Âge, on se réfugiait dans les cathédrales et dans les églises. Donc il y a cette image protectrice et protecteur de la cathédrale qui reste encore implantée dans nos inconscients. Voilà pourquoi, Élodie Tuchard, la présence de Roselyne Bachelot sera très importante aujourd'hui à Nantes, parce que la religion, bien forcément, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Oui, et puis du patrimoine. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà vu à l'époque de Notre-Dame, le gouvernement avait montré qu'il était engagé pour sauver un fleuron du patrimoine français. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui a participé à la décision de reconstruire la flèche à l'identique. Donc on voit que pour ce type de bâtiment, l'État joue son rôle aussi de préservation du patrimoine. Et puis Emmanuel Macron, il faut se rappeler, on l'oublie parfois, mais il avait lancé le loto du patrimoine. Donc c'est signe que c'est une question qui compte pour le président. Alors c'était une mission qui avait été confiée à Stéphane Bern. Ça n'a pas toujours très bien fonctionné, mais en tout cas, il y avait une intention, à défaut peut-être, d'avoir des résultats. Et parmi les projets qui avaient été retenus, un certain nombre d'édifices religieux, notamment de chapelles. Donc c'est pour ça qu'évidemment, la place de Roselyne Bachelot ici, elle est totalement légitime, parce que c'est aussi important d'amener les ministres compétents sur leur sujet. Ça permet à chacun d'être dans sa trajectoire, et c'est aussi ce que veut Jean Castex, parce qu'il disait, il veut des gens compétents qui restent sur leur sujet. Donc au lieu d'avoir un seul ministre qui vient et qui parle de tout, Jean Castex est Premier ministre, il est là pour guider. Gérald Darmanin est là à la fois pour les forces de l'ordre, les pompiers, et puis aussi en tant que ministre des cultes. Et puis pour toute la partie effectivement patrimoine et culture, Roselyne Bachelot est totalement légitime lors du déplacement. Et puis il vient tout à fait confirmer ce qu'il avait dit à ses ministres lors du fameux séminaire gouvernemental à Paris, aller le plus possible sur le terrain. Et effectivement, si nous lisons la presse régionale, eh bien nous nous apercevons, même si nous n'en parlons pas, que des ministres chaque jour sont sur le terrain. Ce fut le cas par exemple de M. de Normandie dans le département de la Manche, ou Barbara Pompili qui est allée dans la Somme il y a quelques jours. Général Cavalier, redites-nous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant et qui ne sont pas au fait du droit, en quoi consiste l'ouverture d'une enquête criminelle, comme ça va être le cas pour incendie volontaire aujourd'hui Dès lors que les premières constatations effectuées par les pompiers ont fait état de 3 départs, il est devenu évident qu'il y avait une origine criminelle. Donc là, le procureur de la République ouvre une information. Et donc il y a une enquête maintenant qui est lancée. Et donc ce sont les services police-judiciaires qui sont saisis et qui vont déployer, dès que c'est possible, les spécialistes de la police technique et scientifique, de façon à prélever le maximum d'indices, savoir quels ont été les produits qui ont été utilisés, d'où viennent-ils, quels ont été les modus operandi. Et puis après, il y a tout le travail également qui va consister à savoir si les caméras ont repéré des individus, également quelles sont les antennes, quelles sont au niveau des remontées téléphoniques, quels sont les appels qui ont pu être passés, les numéros qui ont pu être utilisés de personnes qui étaient dans un espace de temps, dans un cadre d'espace-temps donné, qui a correspondu à la possibilité
d'avoir mis en place tous ces dispositifs qui ont mis le feu à cet édifice. Donc c'est un travail d'enquête... Très long Pas forcément. La phase de constatation, elle va durer 2-3 jours. Bon. Après, les laboratoires vont travailler. Bon. Mais on aura très rapidement des éléments. Est-ce que ce sont des gens qui ont des modus operandi qui sont très complexes? Est-ce que c'est très sommaire? Ça donnera également des éclairages sur la nature des individus. Et tout ça devrait être porté très rapidement à la connaissance du public. Parce que là, il y a vraiment une grande interrogation. On n'échappe pas quand même au symbolique dans cette affaire-là. D'ailleurs, les politiques vont devoir également se positionner sur le terrain symbolique, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Mais il n'échappe à personne qu'aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude, de remise en cause de paradigmes majeurs. Et donc, quand on s'attaque comme ça à une cathédrale, il y a forcément un terrain qui va vers le symbolique. Et le politique doit s'emparer du symbolique, mais le gérer, le maîtriser. Alors, on va écouter le procureur de Nantes qui s'exprimait ce matin sur CNews. On l'écoute. Ce matin, donc, nous faisons le constat avec les pompiers de 3 départs de feu dans la cathédrale à des endroits assez éloignés les uns des autres. Bon, ce constat nous amène bien évidemment à ouvrir une enquête judiciaire pour incendie volontaire qui est confiée au service régional de police judiciaire. Bon. À partir de là, un gros travail d'investigation va être conduit, des constatations de police technique et scientifique vont être conduites. Nous attendons dans la journée, j'espère, un expert qui vient du laboratoire de police technique et scientifique de Paris qui va venir sur place et qui va faire déjà des premières constatations. Bon, on va voir, il va peut-être, je pense, nous apporter des éléments intéressants, notamment en ce qui concerne l'installation électrique. Donc à ce stade, l'enquête démarre. Il est prématuré de tirer des conclusions. Nous recherchons bien évidemment auprès des issues de la cathédrale, tout autour de la cathédrale, s'il y a eu des traces d'effraction, si quelqu'un aurait pu s'introduire par effraction dans la cathédrale pendant la nuit. Voilà, et ça c'est effectivement une question très importante parce que je crois que c'est le procureur de la République de Nantes qui nous disait également ce matin, pour reprendre ces mots, que les pompiers avaient été obligés de défoncer les portes d'entrée pour parvenir à l'intérieur de la cathédrale. Oui, une enquête criminelle pour incendie volontaire, c'était inévitable. C'était inévitable à partir du moment où on a 3 départs de feu volontaires. Mais pour reprendre le débat, et je voulais également reprendre dessus, les cathédrales, c'est l'image de la France, comme les pyramides, c'est l'image de l'Égypte, en fait, en quelque sorte. C'est pas uniquement un bien matériel, c'est un bien immatériel, parce que ça touche l'âme des Français. C'est au-delà de la religion chrétienne, c'est globalement la religion qui a structuré aussi bien au niveau religieux, mais aussi au niveau social. C'est l'Église catholique qui jouait le rôle social pendant un millier d'années pour la France, jusqu'à que globalement l'État s'est structuré à partir de Richelieu et que l'avènement de la République a commencé à structurer et s'emparer petit à petit des politiques sociales. Mais pour l'instant, c'était comme vous l'avez dit, c'est les gens se réfugiaient dans les cathédrales, en fait, lorsqu'ils cherchaient à les réfugier. Et c'est l'Église qui aidait les plus démunis à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça touche une bonne partie des Français. Par contre, j'insiste dessus aussi, c'est que globalement, on traverse une forme de clivage aussi. C'est un clivage qui provient des États-Unis. Il y a 2 mouvements qui s'entrechoquent. Il y a d'une part une volonté de préserver, de revenir aux traditions. Et de l'autre côté, il y a aussi une volonté, de notre part, de déconstruire l'histoire de France. On a eu ce débat-là, notamment sur l'histoire de Colbert, des statuts et de nouvelles thèses qui proviennent des États-Unis, qui sont globalement postmodernistes. Merci William Tay d'être revenu à la table du Carrefour de l'Info en ce samedi après-midi. Alors je vous disais tout à l'heure, et notre invité à l'instant nous le rappelait également, que c'était en janvier 1972 que déjà la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avait été victime d'un incendie. 13 ans de travaux pour ensuite ouvrir en 85. Tenez, on va revenir justement sur l'histoire de ce monument religieux, place Saint-Pierre à Nantes. C'est Laure Ramousset qui nous raconte ce qui s'est passé. Construite sur plus de 450 ans, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes a connu un destin mouvementé. Rescapée de la Révolution française, elle subit les bombardements de 1944 qui détruisent l'abside et 3 chapelles avant d'être ravagée en 1972. Il est 4 heures de l'après-midi ce 28 janvier. Le toit de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes est en proie à d'impressionnantes flammes. La charpente en bois finit par s'effondrer. Le sinistre, provoqué accidentellement par le chalumeau d'un ouvrier travaillant sur le chantier de réparation de la toiture, entraînera la fermeture du site pendant 3 ans et des travaux jusqu'en 2013. La cathédrale sera entièrement restaurée. Une structure en béton remplacera l'ancienne charpente. À l'intérieur de l'édifice classé monument historique, le grand orgue, instrument baroque qui dominait la nef depuis 4 siècles, avait jusqu'ici été épargné. L'incendie de ce samedi semble l'avoir entièrement ravagé.
détruisant ainsi un fleuron du patrimoine organistique français. Un nouvel invité à la table du Carrefour de l'Info en ce samedi après-midi. Merci d'être là, Boris Veliachev. Bonjour. Vous êtes architecte et spécialiste, me disiez-vous, en des risques majeurs. Des risques majeurs, c'est parce que vous venez à l'instant même d'arriver. Votre réaction quand vous avez appris cette information très tôt ce matin? La réaction, c'est toujours la surprise et puis le choc quand il s'agit d'édifices tels qu'une cathédrale, tel qu'un monument en général. C'est toujours un choc émotionnel et au-delà du drame lui-même, du drame de l'incendie lui-même. Alors, il y a eu 13 ans de travaux après 1972, quand la cathédrale avait déjà été victime d'un incendie. À l'époque, c'est toute la toiture qui avait été emportée. Cette fois, le grand orgue a été emporté. La plateforme sur laquelle il reposait, nous disaient ce matin les pompiers, était en parfait déséquilibre, très, très instable. Est-ce que vous imaginez d'abord, première question, est-ce que vous la connaissez, cette cathédrale? Et puis, oui, deuxièmement, est-ce que vous imaginez le temps des travaux nécessaires après l'incendie? Ça, c'est très difficile. On l'a vu aussi avec la cathédrale Notre-Dame, quoique les dégâts ne soient pas du tout les mêmes. C'est pas du tout le même ordre. On a bien vu qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites pour que ce soit réparé, que la cathédrale soit refaite dans l'année qui suit, puis après dans les 2 ans qui suivent, puis il y a 3 ans. Et là, on parle déjà de dizaines d'années. Sur la cathédrale Notre-Dame, la cathédrale de Nantes, les dégâts sont moins importants, mais ça va prendre du temps parce qu'il s'agit d'un orgue qui date du XVIIe, qui est un orgue superbe en plus. On n'en fait pas on le voit sur vos images. C'est un véritable chef-d'œuvre qu'il va falloir reconstruire de toute façon. Et vous la connaissez bien? Vous avez travaillé, étudié cette cathédrale? Alors je la connais, je l'ai visitée, je l'ai vue. J'ai pas travaillé particulièrement dessus, mais il y a beaucoup de cathédrales. Celle-là, par contre, j'avais suivi le dossier lors de l'incendie de 1972. Et en 1972, la charpente avait brûlé, comme à Notre-Dame d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'un des éléments les plus préoccupants, les charpentes souvent, alors que justement... je dirais pas grâce, c'est disant qu'avec cet incendie, cette charpente avait été refaite principalement en béton. La structure était en béton. Et en plus, au-delà de ça, elle avait été compartimentée. C'est-à-dire qu'elle a été compartimentée en plusieurs compartiments, ce qui fait que ça évite à tout incendie non seulement de prendre, mais en plus de se propager au cas où il prendrait quand même. Donc la charpente était... on n'était pas du tout dans le cas de Notre-Dame, et la charpente était protégée. Ce qui a pris feu, c'est tout ce qui était combustible, et visiblement, c'était volontaire, cet incendie. Alors, après, je ne veux pas me lancer dans des débats, on ne connaît pas encore les causes exactes ça peut être quelqu'un de déséquilibré, comme ça peut être... Donc il ne faut pas se lancer dans des tests qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait pour l'instant d'après les secours, il y a 3 départs de feu. Ça semble vraiment volontaire puisqu'il y a 3 départs complètement différents de feu. Exactement. Il n'y avait pas de travaux à l'intérieur. C'est souvent lié à d'ailleurs, on a vu que pratiquement tous les cas d'ailleurs d'incendie de ce genre d'édifice sont souvent dus à des accidents lors de chantiers, ce qui n'était pas le cas là. Il y avait un petit chantier en bas, mais il y avait personne. En revanche, ce qui était le cas en 72. Oui, en 72, c'était un chalumeau qui avait provoqué l'incendie du toit de la bien cathédrale. Sûr, et qui avait fait prendre feu justement la fameuse charpente qui était en bois à l'époque. Exactement. Il faut, dans ces cas-là, faire appel à vous. Pourquoi? En tant qu'architecte ou en tant que spécialiste des risques majeurs? Comment travaillez-vous? Comment conseillez-vous ceux qui vont être maintenant affectés aux travaux, à la réparation de... Alors, de toute façon, il va falloir déjà mener l'enquête pour savoir comment s'est fait l'incendie. Il va falloir faire un diagnostic complet de l'état des structures. Il va falloir voir. Puis en plus, ici, visiblement, il y a des œuvres qui auraient été touchées. Donc là, ça ne relève plus de l'architecture. Il va falloir voir comment si on peut les récupérer, etc. Après, il y a des travaux de renforcement et de reconstruction, bien sûr, de cet ordre, mais également de ce qu'on appelle la haute tribune. C'est l'espèce de mezzanine qui soutient, l'espèce de plancher qui va soutenir l'orgue. Je crois me souvenir qu'il y a un escalier en plus de 66 marches en bois qui montait à cette mezzanine. Il y a une petite charpente au-dessus. Tout ça est en bois et tout ça va être... il va falloir le refaire pour pouvoir maintenir le nouvel orgue. Je suppose qu'on va... C'est une cathédrale qui organisait pas mal de concerts d'ailleurs. Donc cet orgue était très utilisé. Donc j'imagine que... Donc ça veut dire que les travaux ne vont pas uniquement être fixés sur la plateforme et sur l'orgue, mais tout ce qui l'entoure et donc forcément sur cet escalier. Même si éventuellement l'escalier n'est pas endommagé, il faut le rétablir, il faut le réparer. Bien sûr, il va falloir reconnecter ça puisque la mezzanine, enfin ce qu'on appelle la haute tribune, a été très endommagée visiblement. Bon, faut attendre l'expertise. Je ne veux pas trop me lancer dans des expertises moi-même sans avoir été sur place ou d'avoir vu ce qui se passait. Et vous intervenez, vous, lorsqu'il y a expertise? Alors, dans ce bâtiment-là, je ne sais pas, je ne pense pas que j'interviendrai particulièrement sur celui-ci, mais ça peut arriver, que je fasse des expertises dans ce domaine-là. Oui. Alors, ce sont, Élodie Touchard, énormément d'informations, celles que vient de nous donner
Monsieur Vediachev, mais d'autres informations également, des secours, des élus que vont rencontrer d'abord les trois ministres avant de nous communiquer ces informations. Oui, c'est ça, c'est l'ordre logique. D'abord, on prend les informations, évidemment, et après, on les communique. Jean Castex l'a dit tout de suite, il veut savoir à tout prix ce qui s'est passé. Donc, évidemment, ça passe à la fois par la rencontre avec les élus, comme c'est de toute façon l'usage dans ce genre de situation, avec les pompiers, évidemment, qui ont été les premiers sur place, parce que même si l'enquête commence, évidemment, ce matin, c'était eux qui étaient au cœur de la cathédrale. Et puis, à l'issue de ce point de situation avec les pompiers, les trois ministres, Jean Castex, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Roselyne Bachelot pour la Culture, rentreront dans la cathédrale. Il y aura à l'issue une prise de parole. On attend des mots assez forts du Premier ministre parce que lui qui dit qu'il veut incarner l'ordre, qu'il sera intraitable avec les violences, maintenant il va falloir qu'il le prouve. Et effectivement, des mots très attendus aussi parce que Jean Castex a mis la laïcité très en avant dans son discours de politique générale. Il dit qu'il veut réconcilier les Français, qu'il ne veut pas diviser. Donc il va falloir faire très attention parce que le Premier ministre sait que certes, s'il s'agit d'un édifice religieux, il ne va pas le nier, mais en mettant trop la religion au centre de son discours, il faut faire attention parce qu'il y a le risque évidemment de faire des amalgames. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi la cathédrale a été touchée. Et puis il sait aussi que c'est un sujet très sensible. Et Jean Castex, c'est un Premier ministre en général très factuel, très autoritaire. Il s'en tient aux faits. Il n'est pas là pour faire des interprétations. Et comme vous le disiez tout à l'heure, éviter de faire ces interprétations-là, ça sera aussi éviter de faire une bourde, de crisper des gens ou d'aller trop vite en besogne sur l'interprétation qu'il pourrait y avoir de sa prise de parole. Et comme vous venez de nous le dire, il a dit qu'il voulait avoir très très vite les raisons de cet incendie. Et c'est ce qu'il dit et répète depuis le début. C'est une de ses marques de fabrique à Jean Castex. Il veut des résultats rapides, immédiats et fiables. Et là, d'après ce que l'on sait du personnage, il ne voudra pas attendre trop longtemps avant d'avoir les résultats de l'enquête. Non, déjà, il ne voudra pas parce que c'est un homme qui veut aller vite. Il a demandé à son gouvernement d'être au travail vite. Et puis tout à l'heure, depuis Prades, il a quand même mis la pression en disant « je veux savoir ». Et puis non seulement il ne veut pas, et il ne peut pas trop se permettre. On ne peut pas d'un côté dire « je veux des actes, je serai intraitable » et puis qu'une enquête traîne, même si effectivement le Premier ministre peut vouloir des actes, peut vouloir des éléments de l'enquête. Malheureusement, évidemment, il ne donne pas le tempo sur ce cas-là. Et ce n'est pas lui qui mène l'enquête. Mais évidemment, pour le symbole et pour montrer qu'ils sont évidemment sur le terrain, ce qui l'arrangerait, ça va être d'avoir des éléments assez vite. Pour le moment, on n'a pas eu de prise de parole depuis ce matin du procureur. On verra si Jean Castex, par exemple, tout à l'heure, donne quelques éléments, même si évidemment le Premier ministre va respecter le temps de l'enquête, mais on imagine qu'il a envie que ça aille vite. Oui. Alors, beaucoup de réactions, je vous l'ai dit depuis ce matin via Twitter, beaucoup de réactions de personnalités politiques. En voici quelques-uns. Prenez-en connaissance, tenez avec nous de ces tweets parus ce samedi. D'abord, Jean Castex, bien sûr, le Premier ministre, qui sera tout à l'heure à Nantes avec Gérald Darmanin et Roselyne Bachelot, respectivement ministre de l'Intérieur et ministre de la Culture. Gérald Darmanin, tenez, qui a tweeté ce matin, soutient nos sapeurs-pompiers mobilisés contre l'incendie qui s'est déclaré au sein de la cathédrale ce matin. Mes pensées vont aux Nantais et c'est vrai que très tôt ce matin aussi, la maire de Nantes, Johanna Roland, avait rapidement félicité les secours déjà sur place. Tweet également de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui elle aussi sera à Nantes tout à l'heure avec Gérald Darmanin et avec Jean Castex. Grande émotion, écrit ce matin Roselyne Bachelot. Incendie à la cathédrale de Nantes, ce joyau de notre patrimoine est à nouveau menacé. Voilà, on rejoindra bien sûr tout à l'heure en direct quand ils seront sur place Jean Castex, Gérald Darmanin et puis Roselyne Bachelot. Vient de nous rejoindre à l'instant et nous la saluons. Vous êtes la bienvenue. Emmanuel Coulon. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Cato Voice, c'est bien cela? Tout à fait. Votre réaction ce matin, vous aussi, quand vous avez appris cet incendie à Nantes? Ça a suscité pour moi un certain malaise. Déjà, on ne sait pas encore, il me semble, les résultats de l'enquête, à savoir si c'est une intention criminelle ou un simple accident.